Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez d'abord trouvé votre voie en prenant celle des autres. Vous avez choisi aujourd'hui un autre terrain de chasse où, contrairement, on ne perd pas sa place, mais où l'enfant de la balle que vous êtes gagne à être connu, voire reconnu. Bonjour Luc Hamet. Bonjour Jacques. Eh bien, on vous retrouve avec ce nouveau spectacle qui va à la chasse perd sa place au Théâtre Edgar. D'ailleurs, Sud Radio est partenaire. On va en parler tout à l'heure parce que c'est une pièce adaptée de Feydeau. Mais le principe des clés d'une vie, vous êtes déjà venu une fois il y a très longtemps, c'est de parler de votre vie à travers des dates clés. Bah oui, c'est ça qui est chouette avec vous, puis on a le temps de parler, c'est encore plus chouette. Alors on a le temps de parler et on va commencer tout de suite avec une date qui est le 11 avril 1984, les débuts de cette émission. Le manteau d'Arlequin. Vous êtes en Arlequin à la télévision et vous présentez des pièces de théâtre aux enfants. Voilà, exactement. Jacqueline Joubert, qui était la grande prêtresse de la jeunesse sur Antenne 2 à l'époque, était venue me voir au Café Théâtre. Je faisais un one-man show qui s'appelait « Moi je craque, mes parents raquent ». Et au point virgule, et elle m'avait dit, mais vous fassiez de la télé. Alors, je dis, mais madame, mais comment on fait? Elle dit, bah, vous venez, j'ai fait un essai devant elle à Cognac-Jet, devant les ancêtres des caméras, vous savez, les caméras énormes que vous avez connues. Et puis elle m'a pris et je suis rentré donc par la petite porte à Récréa 2 en faisant cette petite émission au sein de Récréa 2 qui s'appelait Le Manteau d'Arlequin. La première, c'était Caracol et Bistecol au Théâtre Bâtiment, Théâtre des 5 Diamants. Alors c'était vraiment un jeu parce que vous étiez en Arlequin et vous expliquiez aux enfants ce qu'ils allaient voir au théâtre. C'était après un reportage. Ouais, c'était les émissions intelligentes de l'époque, c'est-à-dire qu'on essayait de trouver des choses un peu originales et c'était super intéressant, plutôt que d'avoir un animateur, de le mettre dans la pièce de théâtre. Donc j'étais habillé en Arlequin, j'avais un magnifique manteau d'Arlequin issu évidemment des collections de la SFP à l'époque, rue des Alouettes, où il y avait tous les costumes de tout ce qu'on avait pu faire à la télévision. Et il y avait 20 000 costumes. Ah, c'était extraordinaire, c'était la caverne d'Ali Baba. Pour un acteur, se déguiser, c'est quand même le bonheur. Pour un enfant aussi, mais l'acteur est pas loin de l'enfant. Et j'avais un sublime manteau d'Arlequin et j'étais Arlequin dans le spectacle dont on faisait la promotion, en fait. Voilà. Et il y a un numéro d'ailleurs où vous évoquez Cyrano de Bergerac, mise en scène par Savary, et vous expliquez Cyrano de Bergerac aux jeunes avec un long nez. Exactement. Ah, mais je vois que vous êtes quand même sacrément documenté. C'est des très bons souvenirs. Ça m'a permis d'aller beaucoup au théâtre. Et comme le théâtre a toujours été le sens de ma vie, je faisais de la télé tout en parlant de théâtre. Quoi de mieux pour moi? Voilà. Et Savary avait mis en scène ce Cyrano de Bergerac. À l'époque, il avait fait... À Mogador. À Mogador. Il faisait 4 spectacles en même temps. Dont un en Allemagne, il répétait. Il partait le matin en Allemagne. Il revenait l'après-midi. Et il saluait le soir à la fin de Cyrano de Bergerac. Tout à fait. Et il s'était trompé, je crois, un soir dans un prénom d'assistant. Sinon, tout était à peu près réglé. Alors, ça veut dire aussi un langage, une gestuelle particulière pour les enfants, Luc Hamet. Oui, vous savez, moi j'ai toujours été clown, donc et j'ai toujours eu un rapport privilégié avec les enfants. C'est pour ça que j'ai fait pendant 10 ans des émissions jeunesse avec bonheur, parce que finalement, j'arrive pas à vieillir. Et même aujourd'hui, vous voyez, où je vais fêter mes 60 ans cette année, le 1er avril, ce qui est déjà une blague, j'ai du mal à grandir et en fait, je m'entends super bien avec les gamins, quoi. Alors, à l'époque, il n'y a pas autant de dessins animés qu'à la télévision, qu'aujourd'hui, je veux dire, et vous devenez un prince des dessins animés, c'est-à-dire vous les présentez. C'est-à-dire que je deviens un dessin animé vivant. C'est pas de moi, hein. C'est que comme j'avais fait énormément de voix de dessins animés, puisque j'ai fait beaucoup de doublage, notamment Roger Rabbit, j'ai faisais les canards, les cochons, tous les animaux de la ferme, je suis devenu en fait pour Hanna-Barbera Ding Dong. Je suis devenu un animateur de dessins animés, mais cartoon. Et je me déguisais en plein de personnages différents. Et ça a duré pendant toutes les années 90. Voilà. Et avant, il faut savoir qu'au temps des pionniers, il y avait peu de dessins animés à la télévision. Il y avait Mickey le jeudi après-midi dans Mickey Parade de 5 minutes. Et il y avait le samedi Les Pierres à Feu et Roquet Belles Oreilles. C'était à peu près tout. Mais oui, et nous on a fait en fait un show d'1 heure de tous les dessins animés du studio Hanna-Barbera, du nom de Joe Barbera et de William Hanna, et qui était Roquet Belles Oreilles, Les Pierres à Feu, Scooby-Dooby-Dooby-Doo,
Il y avait aussi Capitaine Caverne et son fils. Bon, il y avait des dessins animés extraordinaires et moi je baignais là-dedans et je faisais l'imbécile au milieu de tout ça. Entre les dessins animés, je me départageais en plusieurs personnages grâce au fond vert où je me parlais, je me répondais. J'avais un don d'ubiquité à l'époque. Il faut savoir que Hanna et Barbera ont remporté 7 Oscars au début de leur carrière, du meilleur court-métrage, avec Tom et Jerry. Et ensuite, ils ont créé les premiers dessins animés à la télévision en étant les premiers à produire et en sous-traitant en Europe de l'Est et en Asie ce qui se fait aujourd'hui, ce que personne ne faisait à l'époque. Totalement. Ils ont été le précurseur d'énormément de choses et ils avaient un humour que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire un humour à deux vitesses. C'était des dessins animés que les enfants pouvaient regarder et ils se marraient, mais les parents avaient aussi leur petit bout de gras et il y avait vraiment deux niveaux de compréhension sur le dessin animé, ce que je trouve vraiment super top. Alors, l'émission à laquelle vous participez est animée par Thierry Beccaro et curieusement, plus tard, vous allez en faire un comédien, Lucas Metz. Alors ça, c'est encore autre chose. Pendant ma période France 2, enfin, qui était entre Antenne 2 et France 2, puisque j'ai connu, moi, le passage à France Télévisions, régulièrement, j'animais Matin Bonheur. Et c'est là où j'ai rencontré Thierry, parce que Thierry, il a jamais fait d'émission pour les enfants. Et comme j'étais un animateur France Télévisions, j'ai rencontré Thierry et en effet, par la suite, quand j'ai eu le Théâtre Edgar, je l'ai emmené dans mon aventure et on a fait un énorme succès. Ça s'appelait Marie à tout prix, et avec Dominique Delacoste, l'une des Vampes, et on a fait 4 ans de tournée et on est resté 1 an au théâtre Edgar avec cette pièce et avec Thierry, qui est un homme absolument merveilleux. Alors, Matin Bonheur, justement, c'est écrit en 1987 par Monique Cara. C'est un temps où il n'y avait pas du tout d'émission du matin à la télévision. Ça, les moins de 20 ans ne peuvent pas le savoir. Il y a eu Virginia Crespo, Thierry Beccaro, Michel Larosa, Lionel Cassan, Olivier Mine. Et vous, comme animateur, comment êtes-vous arrivé là-dedans ? Monique était une productrice extrêmement professionnelle et maligne. Et elle avait vu que Hanna-Barbera Ding Dong faisait un carton le samedi matin et on était diffusé toutes les vacances scolaires à 10h le matin. Elle avait vu que ça cartonnait, c'était son horaire, elle, d'habitude, hors vacances scolaires. Et donc, quand il y a eu des disponibilités que l'un des animateurs n'était pas libre, elle a commencé à me demander si je voulais faire des remplacements. Ce que j'ai accepté parce que c'était une expérience formidable, c'était 1h30 de direct. Ça m'a permis d'apprendre mon métier et je la remercie d'ailleurs et je me suis éclaté parce que j'ai reçu des gens super intéressants. Je me souviens d'une émission sur l'homme préhistorique avec Yves Coppens, qui était un homme absolument passionnant. J'ai fait des choses sur les animaux, l'autre passion de ma vie. J'ai fait découvrir aussi les coulisses de mon métier. J'en ai profité pour faire toute une émission spéciale sur le doublage, sur le bruitage en doublage. Donc j'apportais, elle me laissait libre et j'apportais aussi mes idées de sujets. Donc c'était vraiment une période de ma vie très enrichissante. Oui, il fallait évoquer aussi, lancer les recettes de cuisine, tout ce qui... Ah, fallait tout faire. C'était dément et je me souviens un jour, il a fallu que je parle du cancer du sein. À l'époque, j'avais 25 ou 27 ans. C'était très loin de ce que je savais faire. Mais c'est ça aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire des choses qu'on maîtrise pas forcément. Et je faisais partie de ceux qui préparer énormément les émissions parce que j'aime pas rester devant la page blanche sans savoir quoi dire et je sais que la seule critique que Monique me faisait à l'époque, c'est que j'épuisais les équipes. Et alors, il y a une émission quand même, vous faites quelque chose d'étonnant, vous êtes en train de recoudre une chemise devant Charlie Couture, Lucas Metz. Ah bon? Oui. Je me souviens pas de ça. Je me souviens de Charlie Couture, que j'adorais, et avoir fait cette émission avec lui, ça je m'en souviens, mais alors, non, je ne... Ah, on vous voit à l'image. C'est pas vrai. Ah, oui. Et vous avez évoqué aussi L'île aux enfants de Christophe Isard. Alors Christophe qui nous a quittés cet été, qui était le producteur d'Hanna-Barbera Ding Dong, avec qui je travaillais en étroite collaboration. On a travaillé presque 10 ans ensemble. Et c'est Christophe qui était venu me chercher pour la présentation d'Hanna-Barbera. C'était lui le producteur de l'émission. On écrivait les sketchs ensemble. On a vécu une collaboration formidable. Il était d'une grande intelligence, donc il avait compris qui j'étais.
Il me laissait une grande liberté. C'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et on a fait une belle aventure avec lui. Et puis, c'est surtout le papa de Casimir. C'est toutes les émissions que moi, je regardais quand j'étais... Parce que finalement, quand j'ai commencé à faire des émissions pour enfants, j'étais pas loin de la mienne, de mon enfance. Donc, Christophe, c'est un grand monsieur des enfants. Voilà. Et puis, vous avez fait une émission totalement oubliée aujourd'hui qui s'appelait Pince-moi, je rêve avec Éric Galliano, Luc Hamet. Mais oui, c'est vrai. Éric, je sais pas ce qu'il devient. Eh ben, il est à Monaco, où il est aujourd'hui le patron de la boutique Balenciaga. Après avoir ouvert des magasins de chaussures. Ça m'étonne pas de lui, c'était quelqu'un de très érudit, très cultivé, très distingué. Je le vois très bien dans une boutique à Monaco. Alors c'était quoi Pince-moi je rêve? Pince-moi je rêve, c'était une émission jeunesse, encore une, et où on a pendant un moment travaillé ensemble. Et puis moi après j'ai eu mon émission et Eric a eu la sienne. Voilà. Et vous avez fait ensuite d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 14 avril 1994. À tout de suite sur Sud Radio avec Luc Hamet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Luc Hamet. Nous parlerons tout à l'heure de Qui va à la chasse perd sa place au Théâtre Edgar, une pièce que vous avez adaptée, mise en scène où vous jouez, tant qu'à faire, dans votre théâtre. Et là, on revient à une date, le 14 avril 1994. Écoutez ce générique. Envoyé spécial, car ce soir-là, une émission présentée par Bernard Méniamine et pour un soir vous transformer en journaliste en évoquant les mystères de la voix. Ah ça c'est une super aventure. J'étais donc animateur de la chaîne Jeunesse et je croisais régulièrement Bernard dans l'ascenseur. Et un jour, je sais pas, ça a souvent été comme ça dans ma vie. Dans l'ascenseur, je lui dis Bernard, j'ai un sujet pour vous. Alors il me regarde, il me fait ah bon? Je dis oui, moi je fais beaucoup de doublage. Je trouve à l'époque on parlait pas du tout comme aujourd'hui de la voix. Il fallait même se cacher. Les agents de comédiens disaient surtout tu dis pas que tu fais du doublage parce que c'était ringard. Aujourd'hui c'est presque l'inverse. Et j'ai dit mais il y a un sujet formidable à faire sur les comédiens qui vivent de leur voix. Et l'idée est venue comme ça dans cet ascenseur. Et quelques temps après, l'émission a eu lieu et ça a été un énorme succès. Oui. Et vous êtes transformé en journaliste car vous avez fait le reportage qui était une première pour vous. Je l'ai produit, j'ai même monté ma boîte de production Calumet Productions pour faire ce reportage. Et un reportage de journaliste qui est différent du comédien. Ah ben complètement et c'est comme ça que j'ai noué une grande amitié avec Jean-Yves Lafesse parce que à l'époque il faisait les beaux jours d'Europe 1 avec ses canulars, donc j'ai essayé d'explorer tout ce que la voix pouvait apporter dans le mensonge, dans l'imitation. Il n'y avait pas que le doublage, il y avait aussi on avait été passer une journée pour voir comment avec sa voix Jean-Yves fabriquait les canulars extraordinaire qu'il a pu faire. Oui, et il mettait 5 heures pour 2 minutes d'antenne, je crois. Tout à fait. Alors que Francis Blanche, lui, c'est très simple, il arrive dans le studio, il ouvrait l'annuaire, il voyait un nom qui lui plaisait, il téléphonait, c'était parti. C'est quand même très différent. Vous évoquez dans ce reportage d'ailleurs la supercherie, que la voix est l'instrument d'une supercherie, et vous évoquez Chantons sous la pluie, je ne sais pas si vous en souvenez. Mais bien sûr, parce que Chantons sous la pluie, c'est pour moi le résumé en images de notre métier. Celui qui est devant celle qui est devant dans Chantons sous la pluie a une voix de canard et c'est elle qui brille, c'est elle qui a le beau visage, qui a la belle chevelure et puis derrière le rideau, celle qui fait sa voix sans que personne ne le sache, c'est une jeune comédienne de Broadway et le rideau va s'ouvrir ce soir-là parce que son amoureux trouve que c'est injuste et je trouve que c'est vraiment une image de notre métier. Moi, on me dit toujours, ah, c'est vous, Michael J. Fox. Non, je suis la voix de Michael J. Fox, mais quelque part, en tout cas, dans les pays francophones, je suis une toute petite partie de Michael. Oui, ça aussi, c'est une chose incroyable, c'est que vous êtes devenu sa voix. Vous dites dans le commentaire à la fin de l'émission que c'est le personnage qui vous correspond le plus. Ah oui. Et ça a marqué votre vie, Luc Hamet. Ça a marqué ma vie. On en parlait avec vos petits assistants, vos petits stagiaires qui ont, je sais pas, même pas 14 ans, qui connaissent Marty McFly et qui connaissent Retour vers le futur. Je ne vous mens pas quand je vous dis qu'on m'en parle absolument tous les jours depuis 37 ans.
Comment ça se fait? Mais c'est incroyable. Vous savez qu'il y a eu dernièrement une espèce de documentaire de décryptage sur Arte, sur Retour vers le futur. Et une des explications, c'est que c'est un retour vers la famille et que, bon, je pense qu'il y a autant d'explications que de cerveau. Et il y a des films comme ça qui sont transgénérationnels, qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Et évidemment, quand nous le doublions en 85, on pouvait pas s'imaginer qu'on serait sur Sud Radio ce soir et qu'on en parlerait. Exactement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que moi, je me souviens d'une fête au Grand Rex où il y avait des projections. Et vous êtes arrivé en star. Mais j'étais une star, mais j'ai su ce que c'était qu'être Johnny. C'est-à-dire qu'il y avait 2000 personnes, puisque c'est 2000 personnes le Grand Rex, qui hurlaient Luc. Alors, ils n'ont pas déchiré ma chemise, mais c'était un truc de ouf. Et j'ai présenté, on était parti, c'était le 21 octobre 2015, puisque c'est la date qui est dans le film utilisée par Marty McFly pour revenir dans le futur. Et nous étions partis pour cette date-là. La première date a été sold out en 24 heures et nous avons finalement fait ce spectacle pendant une semaine et 8 représentations avec à chaque fois 2000 personnes. Alors il y avait la DeLorean, il y avait les 3 films qu'on diffusait et puis on faisait, j'animais la soirée, je présentais la soirée qui commençait à 6 heures et qui se terminait à 2 heures du matin. Voilà. Et il y a aujourd'hui à Londres une comédie musicale où on voit la voiture arriver sur scène et vous-même vous continuez le spectacle, Lucas. Alors actuellement je suis en tournée partout en France. La prochaine date c'est le dimanche 12 mars à Fourmies, entre Sedan et Saint-Quentin, et au théâtre Jean Ferrat à 17h le dimanche 12 mars. Il y aura la DeLorean, le taxi du film, et le spectacle que je présente s'appelle et que j'anime s'appelle Retour vers 1985. Alors il se trouve aussi que prendre une voix d'un comédien américain, il faut un certain respect, une certaine humilité. C'est pas comme une voix de dessin animé, Luc Hamet. Ah bah bien sûr, vous êtes là pour respirer et pour être dans le visage et dans la voix du comédien que vous doublez. D'ailleurs, pour ceux qui regardent le replay et qui ne sont pas seulement devant leur radio, vous voyez, dès que je parle de doublage, je lève les yeux vers l'écran. Parce que on rentre dans son personnage au sens propre, vraiment du terme. On rentre dans son visage et dans les expressions de son visage, puisqu'on doit doubler jusqu'à sa respiration. Et c'est vraiment une osmose entre la personne que vous doublez et c'est comme ça que vous arrivez à être un bon doubleur. C'est vraiment de respirer avec votre personnage. Oui, et on ne double pas de la même manière Roger Rabbit ou Mozart. Rien à voir. Je dirais que le dessin animé, ça apporte beaucoup plus de liberté parce que c'est un dessin. Or, on doit en faire plus sur un dessin que sur un être humain parce que pour faire passer les sens, il faut un tout petit peu surjouer. Le dessin animé, quand on est triste, on est très triste. Quand on est très joyeux, quand on est joyeux, on est très joyeux. Alors qu'un être vivant que l'on double, à qui on prête sa voix, on doit simplement être dans le même sentiment que lui, avec votre langue maternelle. Si vous le faites en français, vous essayez d'être le plus proche de ce qu'il a fait en américain. Voilà. Oui, il faut des cordes vocales très particulières pour jouer aussi bien Roger Rabbit que Mozart. Ah bah c'est sûr, parce qu'on parle de « je vous en prie ». Et puis à côté de ça, on est sur le fameux rire de Mozart. Ouais. Mais ça, c'est un don que j'ai depuis que je suis tout petit et c'est quelque chose que j'ai travaillé au fur et à mesure de tous les rôles que j'ai pu faire, mais c'est quelque chose que j'avais en moi. Oui, et aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté du micro, vous êtes directeur artistique, et je crois que la dernière série que vous avez dirigée pour le doublage, c'est Idée fixe. Idée fixe, et on est à la 2e saison, donc on aura 104 épisodes à notre actif. C'est le fameux chien d'Astérix et Obélix. Qui est né par hasard pour quelques dessins et qui est resté. Et voilà, exactement, et qui n'est né qu'au 3e album. Oui. Donc Idée fixe retrace la vie d'Idée fixe avant qu'il ait rencontré Obélix. Et puis il y a une autre série qui me plaît énormément, dans lequel j'ai le premier rôle, qui est actuellement sur Canal+, qui s'appelle Kiddy Doc. Et je fais le personnage de Kiddy Doc, qui est un petit personnage qui entraîne les enfants dans le Kiddy World, et où ils découvrent, c'est une série super sympa, avec des décors magnifiques, qui fait découvrir aux gamins, outre une aventure dans le Kiddy World, mais aussi le corps humain, la préhistoire. Il y a toujours un sujet,
Et c'est produit par 421, qui est une petite boîte de production française. C'est un dessin animé français et le créateur Raoul Magranja est un grand de l'animation. Alors, le doublage a tellement d'importance aujourd'hui qu'il y a pour la première fois un magazine synchro qui est sorti, l'actualité du doublage, un magazine de luxe, d'ailleurs dont vous êtes en couverture. Bah écoutez, ils m'ont fait l'amitié de me mettre en couverture et de faire une interview de moi je crois qu'il fait 40 pages, avec des super photos. C'est plus qu'un magazine, c'est carrément un bouquin. Et c'est une initiative particulière d'un fan, mais qui a d'énormes possibilités, parce que d'abord, il écrit extrêmement bien. Vous avez vu la facture du magazine, qui est plus un livre qu'un magazine. Et c'est de l'auto-édition et il fait toutes les conventions de doublage et Dieu sait s'il y en a. Ça commence à très bien marcher, il faut absolument l'encourager. Il s'appelle Olivier Barbery et ce qu'il fait est remarquable et il fait partie de tous ces gens qui mettent à l'honneur les gens des voix dont je fais partie. Et ça, c'est vrai qu'il y a encore 15 ans, ça n'existait absolument pas. On peut se procurer d'ailleurs ce magazine synchro sur Internet ? Oui, sur synchrodoublage.fr, synchrodoublage tout attaché.fr, et vraiment ça vaut le coup. C'est un document formidable. Eh ben, un autre document que j'ai retrouvé d'ailleurs, on va l'évoquer à travers une autre date, le 25 septembre 2001. À tout de suite sur Sud Radio avec Luc Hamet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Luc Hamet. Nous parlerons tout à l'heure de Qui va à la chasse perd sa place, un grand moment de rire au Théâtre Edgar, et un spectacle dans Sud Radio et partenaire. À l'entrée, il y a un beau panneau Sud Radio. Mais là, on revient au 25 septembre 2001. En fait, c'est un reportage de la télévision où on voit le Havrais Luc Hamet en répétition avant son nouveau spectacle Arriba à Gonfreville-Lorchet au théâtre de l'Hôtel de Ville. Vous vous souvenez de ce reportage ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'était un moment important de ma vie. J'ai fait du one-man show. J'ai commencé par le one-man show, j'avais 16 ans, au Havre. Je suis parti du Havre, puisque moi je suis né là-bas. Enfin, vous êtes né à Sainte-Adresse, oui. Parce qu'il y avait une maternité, je crois. Oui, on est tous nés, toute la génération de 63, on est né à Sainte-Adresse alors qu'on est havrais. Parce que c'était la seule maternité qui existait dans le coin, c'est tout. Et Sainte-Adresse a une particularité. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que la Belgique est entièrement occupée par les Allemands, elle a été la capitale administrative du royaume. Elle a été louée. Mais c'est extraordinaire, oui, tout à fait. C'est une ville louée pour eux. Oui. Et Sainte-Adresse, vous avez la Dame de Sainte-Adresse chez les impressionnistes. Oui. C'est vraiment au bord de la mer, cette plage du Havre, qui est une plage de galets et de sable, mais uniquement quand la mer est basse, parce que sinon c'est une plage de galets. Et c'est vraiment un superbe endroit. Donc ce spectacle, c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources. J'avais pas fait de one-man show depuis de 83 à 86 au point virgule. Et puis j'ai eu mes enfants et puis j'ai eu envie de refaire du one-man show parce que j'avais fait beaucoup de théâtre. Et je me suis amusé à faire ce one-man show au Théâtre de 10 heures qui a duré 6 mois. Ça a été un super bon moment. C'était le moment où j'ai tourné aussi, ça a été très important dans ma vie avec Francis Weber, Le Placard. Donc j'avais une actualité pas mal en 2000 et j'en ai profité pour faire ce one-man et je me suis bien amusé. Alors le spectacle, je crois, Luc Hamet, ça a démarré à 8 ans avec des marionnettes que vous appeliez Mamie Nova. Exact. Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours été directeur de théâtre ou producteur, et pas seulement comédien. Même quand j'étais petit, que je faisais des spectacles de marionnettes, en fait, Mamie Nova, c'était que j'avais mes personnages de marionnettes tenez dans les mains régulièrement, comme sur Sud Radio quand il y a un spot publicitaire, tenez des petits fanions avec de la publicité. C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Et j'avais compris qu'en fait, ça faisait partie du spectacle, fallait de la pub. Donc je faisais des petites étiquettes Mamie Nova, parce qu'à l'époque c'était ça, les yaourts. Oui. Et il y avait dans le spectacle, de temps en temps, une marionnette qui passait avec Mamie Nova. Mais évidemment, Mamie Nova ne m'a jamais payé quoi que ce soit. Ouais. Mais j'avais déjà compris que la publicité devait être intégrée au spectacle. Cette marque qui est née en 1949 à Rouen, donc en Normandie, à partir de coopératives laitières qui sont associées. Voilà. Il y a que vous pour trouver des trucs comme ça. Alors, à l'époque, vous avez un métier dont vous rêvez, c'est dresseur de chiens dans un cirque. Oui, oui, c'était ma passion, le cirque.
et je reste un passionné de cirque. Et Comme Raymond DeVos. Ouais, j'ai un amour inconsidéré pour les artistes de cirque qui, pour moi, font la base même de notre métier et risquent pour la plupart leur vie tous les jours quand ils sont sur scène, ce qui n'est pas notre cas, nous, acteurs. Et le cirque a bercé mon enfance et je voulais faire du cirque. Et puis j'ai commencé tout petit par vouloir être dresseur de fauves, puis j'ai compris que c'était quand même très dangereux. Ouais. Donc en fait, j'ai revu les choses à la baisse et je me suis dit finalement dresseur de chiens savants, c'est pas mal. Voilà. Mais il y en a chez Alexis Grus où Gypsy, la femme d'Alexis Grus, avant le spectacle, fait un dressage de chiens, de petits chiens adorables qui répondent. Ouais. Mais il y a un truc qui est formidable aussi et qui est souvent un numéro russe. C'est souvent des femmes qui le font, ce numéro. C'est avec des chats savants et c'est très compliqué d'obtenir quelque chose d'un chat. Et il y a des numéros de chats savants exceptionnels. Il faut faire patte de velours pour l'obtenir, justement. Alors, vous jouez à l'époque, à 15 ans, Luc Hamet, vos premiers spectacles dans la région. Vous faites des spectacles en tournée avec un régisseur. Enfin, mais c'était carrément Hollywood. En fait, très rapidement, les one-man shows que je fais, bon déjà, le premier, j'avais 15 ans. Dans la presse havraise, c'était... le talent n'attend pas le nombre des années, enfin tous les trucs qu'on peut imaginer. Et puis très très rapidement, ça fait du monde. Il y a du monde qui vient. Et qui vient voir cette espèce d'énergumène que j'étais, espèce de zébulon monté sur ressort, et puis je faisais déjà des voix, j'avais 10 sketchs et 10 voix, des copains d'école, ma prof de maths qui avait un cheveu sur la langue, qui parlait comme ça, et qui s'énervait très facilement, plein de choses comme ça, et j'écrivais, je jouais, et mes week-ends, mes copains allaient au foot, et moi, j'allais sur les petites routes de Normandie, et je jouais dans des petits centres de loisirs et des foyers ruraux. Et vous aviez un régisseur comme un vrai... J'avais même 2 régisseurs et un 3 tonnes 5. Et donc, c'était pas le Zénith, mais j'avais déjà la machine à fumer et les projos. Et je vous dis, c'était son et lumière. Alors, à 18 ans, vous passez le bac. Après, vous venez à Paris. Et dans votre parcours théâtral, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté. Ça a été un déclic. Petit pousset, chemin faisant, sème l'insouciance. Mimi Mati. Ah oui. Car vous avez repéré le théâtre où vous allez jouer grâce à Mimi Mati. Oui, elle faisait à ce moment-là son one-woman show. C'était les débuts de Mimi. Elle faisait son one-woman show au Point Virgule. Et j'ai fait le tour des cafés-théâtres parisiens pour voir où j'allais jouer mon premier one-man show issu de mes one-man shows normands à Paris. Et je suis tombé amoureux du Point Virgule en allant voir le One Woman de Mimi. Et pour la petite histoire, le théâtre que j'ai acheté et dont je suis maintenant directeur depuis 8 ans, qui était le Café d'Edgar et le Théâtre d'Edgar, j'y suis allé, mais j'ai trouvé que c'était pas assez bien pour moi. Voilà, oui. J'ai donc été au Point Virgule, c'est quand même le gag. Point Virgule, une salle de 100 places. Le tout, c'est d'arriver à être auditionné. Et là aussi, ça a été un parcours du combattant, Luc Hamet. Alors, c'est ce que je dis à ma fille, qui est jeune comédienne. Et je lui dis comment il faut s'accrocher quand on fait ce métier. Parce qu'elle me disait, j'ai pas de réponse du casting que j'ai fait il y a 15 jours. Je lui dis, ma chérie, ça c'était ce matin. Je lui dis, tu prends ton téléphone, t'appelles. Ce métier, c'est de la persévérance. Et mon audition au Point Virgule, j'ai dû mettre 6 mois pour l'obtenir. Je crois que j'ai laissé 3 messages par jour pendant 6 mois. Au directeur à l'époque du Point Virgule. Et je pense très honnêtement, il me l'a dit par la suite, donc j'en suis sûr, qu'il m'a pris pour se débarrasser parce qu'il en avait marre de ces 3 messages sur le répondeur par jour. Donc il m'a pris en me disant, vous me ferez 10 minutes de votre spectacle. Ouais. Ce qui était très bon signe, c'est que le jour où j'ai fait l'audition, les 10 minutes sont passées, les 20 minutes, les 30 minutes, et j'ai fait tout mon spectacle. Et à la fin, il m'a dit, vous commencez le 19 septembre prochain. Et d'ailleurs, un sketch est à la télévision, l'émission Pariscope de Jacques Maillot, le téléphone, vous prenez une voix d'enfant. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors, il se trouve, il y a quelqu'un ensuite qui vous a repéré, qui est venu vous voir, c'est Marthe Mercadier. Oui, Marthe est ma marraine du théâtre de boulevard, puisque je suis un inconsidéré
du boulevard. Et même contre vents et marées, même à l'époque où le boulevard était un sous-genre, ce que je n'ai jamais compris parce que il faut des sacrés acteurs pour jouer ça, et quel bonheur quand c'est bien fait. Et en fait, Marthe est venue me voir au point virgule et m'a dit Ouais, toi, mon petit chéri, de toute façon, tu vas jamais accepter parce que tu gagnes plein de pognon entre le doublage et le one-man show. Et je lui ai dit, mais non, madame, j'attends quelqu'un comme vous. Et donc, c'est elle qui m'a fait arrêter mon one man au bout de 3 ans. Il était temps, hein. Mais ça marchait toujours. Mais j'attendais, je voulais pas partir pour rien du point virgule. Et un soir, elle est venue me voir et elle me dit, voilà, je pars en tournée avec Pierre Doris dans Les Voisins du Dessus de Laurence Gilles, une tournée Herbert Carcinti. On a fait 80 dates, 80 villes. J'ai même découvert l'île Maurice grâce à elle. Et on est parti à Djibouti. On a fait des dates extraordinaires. Et elle a été le départ pour moi du théâtre. Ça a été ma marraine du théâtre. Et au théâtre ce soir faisait partie de vos souvenirs de jeunesse, Luc Hamet. Si je fais du théâtre aujourd'hui, c'est parce que je regardais chez ma grand-mère. J'avais le droit de regarder au théâtre ce soir. Ma grand-mère fermait les yeux parce que mes parents voulaient pas que je regarde la télé. Ma grand-mère était la bonté sur terre. Et j'ai découvert le théâtre ce soir, j'avais 10 ans et je me suis dit c'est ça que je veux faire. J'ai vu des Marthe Mercadier, j'ai vu des Michel Roux, j'ai vu des Pierre Mondy, j'ai vu des Maria Pacôme, des Jacqueline Maillan. Et je me suis dit mais c'est merveilleux de faire rire les gens, c'est ça que je veux faire plus tard. Alors, ce qui était extraordinaire, le théâtre ce soir, ça a duré 419 semaines alors que c'était prévu pour 8, c'était le public. Car ils avaient monté un système avec la sécurité sociale et les retraités allaient chercher des places pour au théâtre ce soir au bureau de la sécurité sociale. Ça, je savais pas. C'est comme ça qu'ils pour aller au Marigny, puisque c'était au Marigny. Pour assister au spectacle. Alors, il y a eu aussi quelqu'un qui a beaucoup compté, c'est Robert Thomas, qui de son vivant, bon, moi je l'ai interviewé, personne ne le connaissait, aujourd'hui il est culte. Et votre première mise en scène, je crois que ça a été La Perruche et le poulet. Ce qui m'a permis de rencontrer quelqu'un aussi que j'adulais dans La Perruche et le poulet, Claude Jansac, qui pour moi reste Madame Truchot et surtout Madame de Funès, même si la femme de mon idole Louis de Funès, c'est Jeanne, et Claude m'a énormément parlé de Louis parce que ça a été un énorme succès. On a fait 4 ans de tournée avec Claude Jansac dans La Perruche et le poulet, que j'avais découvert grâce au théâtre ce soir, et de Robert Thomas, et nous avons terminé à Paris. Nous avons fait un carton à Paris avec cette pièce, et ça reste un souvenir extraordinaire pour moi. Je raccompagnais tous les soirs Claude chez elle à Levallois-Perret et c'était des grandes discussions dans la voiture sur les tournages avec Louis, sur les pièces de théâtre. Elle avait été au Français, elle avait joué Feydeau. Elle est une merveilleuse Madame Petit-Pont. Ma Claude, et ça a été le petit garçon que j'étais avait les yeux émerveillés. J'avais le plus beau gâteau du monde avec moi parce que ces gens-là me transmettaient tout ce qu'ils avaient été et tout ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc moi, à cette époque-là, je jouais peu, je m'occupais beaucoup d'eux, mais j'ai beaucoup appris. Oui, et en même temps, la synthèse et le théâtre Edgar, que vous avez un jour acheté, c'était un coup de folie. Un truc de folie, oui. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, Éric Emmanuel Schmitt, avec qui j'avais travaillé, avec son compagnon Bruno, m'invite à déjeuner et me dit, toi qui connais beaucoup de monde dans le théâtre, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui nous rachèterait le café d'Edgar et le théâtre d'Edgar, qui était fermé depuis 1 an et qu'ils avaient acheté? C'était dans le panier de mariés, quand ils ont acheté le théâtre Yves Gauche. Il y avait ça avec... Et je m'entends souvent répondre en fait, parce que je réfléchis pas toujours au départ. Ça, c'est mon côté bélier. Et je m'entends répondre, bah moi. Et il me regarde les yeux écarquillés, mais oui, mais ce serait génial. Et je rentre à la maison et je dis à ma femme Emmanuelle, qui est de tous les coups avec moi, mais de temps en temps... c'est vrai que je la consulte pas forcément, et là c'était le cas. Je suis rentré du déjeuner en disant je vais acheter le théâtre Edgar. Elle me dit mais t'es complètement malade. Et puis voilà, on l'administre ensemble. Elle est à mes côtés, Dieu merci, parce que je ne pourrais pas faire tout ce que je fais sans elle.
Et on travaille main dans la main dans ce projet merveilleux. On a refait tout à neuf. Ce théâtre est magnifique. Il fait 132 places. On est au pied de la tour Montparnasse. Et c'est mon outil de travail qui me permet de faire les pièces que j'ai envie de faire et de faire les programmations que moi j'aimerais voir si j'étais simplement spectateur au théâtre. Eh ben justement, il y a une programmation actuelle qui a débuté le 31 janvier 2023. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Luc Hamet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Luc Hamet, donc 31 janvier 2023. Qui va à la chasse perd sa place au Théâtre Edgar. Vous êtes le directeur, l'adaptateur de cette pièce de Feydeau, le metteur en scène et le comédien. Et vous n'êtes pas au pourboire à l'entrée, non? Je suis un artisan, monsieur. Et un bon artisan comme un boucher charcutier. Oui. Je transforme ma matière, je la mets en forme, je la goûte et voilà, je suis un artisan du théâtre et je conçois mon métier comme ça. Et dans mon théâtre, il n'y a pas que mes pièces, hein, loin de là. Il y a toujours 3 pièces sur la totalité de la programmation. Il y a en général une pièce que j'ai mis en scène, éventuellement une pièce dans laquelle je joue, c'est le cas actuellement. Et en effet, ce qui va à la chasse perd sa place me tient particulièrement à cœur parce que d'abord je me suis éclaté à adapter Monsieur Chasse de Georges Feydeau. Parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, 120 ans après, on ne peut plus jouer Feydeau. Ça y est, c'est terminé encore dans les années 90, mais aujourd'hui il faut vraiment adapter parce que on n'est plus sur les formats que les gens peuvent apprécier, on est sur des pièces qui font 2h30, il y a beaucoup de bavardage, il y a beaucoup de redites parce que je pense que le public n'est plus le même, donc il faut vraiment dépoussiérer tout ça et en garder la substantifique moelle. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et on l'avait fait précédemment avec Ciel ma belle-mère, qui était tiré du mariage de Barillon, qui continue en tournée à cartonner. On était encore samedi dernier en région parisienne et on avait une salle complète. Et j'ai eu envie de refaire un Feydeau. Et celui-là a l'air d'aussi bien démarrer que Ciel ma belle-mère. Alors, il faut savoir que Monsieur Chasse, Luc Hamet, c'est un tournant dans la carrière de Feydeau. Il avait eu beaucoup de succès avec Tailleur pour Dames. Ensuite, Chat en poche, le mariage de Barillon, ça a moyennement marché au départ. Le mariage de Barillon n'a pas marché. Voilà. Et Monsieur Chasse, qui a été créé le 23 avril 1892 au théâtre du Palais Royal, ça a été joué 114 fois, ce qui est un record pour l'époque. Oui, c'est un énorme record puisqu'un succès, c'était 3 semaines à l'époque, Oui. puisque les Parisiens n'avaient pas de vélo ni de trottinette électrique et encore moins de voiture. Donc, ils allaient au théâtre dans leur quartier. Donc, un succès à l'époque au Vaudeville, c'était 3 semaines, on avait fait tout le public du quartier, en fait. Alors curieusement, Monsieur Chasse a ensuite été totalement oublié. Las Palais et Chevaliers en ont fait une version au Palais Royal. En 2000. Oui, totalement délirante parce que à la fin, ils en rajoutaient tous les soirs. Leur sketch? Ah, mais c'était un lion qui mangeait de la tarte aux fraises pendant 10 minutes. C'était dément. Vous savez qu'elle est visible sur Internet, elle est sur YouTube. Oui. Moi, je l'ai regardée après avoir fait l'adaptation parce que je voulais pas la voir avant. Ils avaient fait un choix de ne pas adapter, par exemple, l'acte 1, ce qui n'est pas mon cas. Moi, l'acte 1 ne fait que 20 minutes, parce que les premiers actes chez Feydeau sont souvent des grands actes d'exposition. Donc, ils sont quand même un petit peu ennuyeux aujourd'hui. Moi, j'ai fait 20 minutes, où on a vraiment l'essentiel pour tirer, sans jeu de mots, toutes les clés de ce qui va suivre. Et l'acte 2 et l'acte 3, c'est un feu d'artifice. Mais pourquoi, Monsieur Chasse, pourquoi cette pièce plutôt que d'autres, alors que Feydeau en a écrit beaucoup, Luc Tout Hamet? simplement parce que ma fille Rosalie, qui est donc au cours d'art dramatique, a travaillé Léontine et Morisset, cette scène géniale dans Monsieur Chasse, où Léontine veut bien tromper son mari uniquement si Morisset, le meilleur ami de son mari, lui apporte la preuve que son mari la trompe. Cette scène est faite assez régulièrement en cours, une des scènes de Feydeau qui est faite. Et ma fille l'a travaillé au cours l'année dernière.
alors qu'elle jouait la jeune première dans Ciel ma belle-mère. Et un soir, elle rentre de cours et elle me dit « Papa, est-ce que tu te souviens de Monsieur Chas ?» Et j'avais vu Chevalier Las Palais en 2000, il y a 22 ans. Donc, je lui dis, écoute, c'est un vieux souvenir, relis-la parce que tu as vraiment quelque chose à faire. Et c'est grâce à ma fille, j'ai relu la pièce et je suis passé de 9 comédiens à 6 et j'en ai fait Qui va à la chasse perd sa place. Avec une mécanique totalement implacable. Ah, mais ça, c'est obligatoire dans ce genre de pièces. Ces pièces sont folles et elles doivent être menées tambour battant à un rythme effréné pour que la folie prenne. C'est comme quand on monte une mayonnaise. Il faut bien respecter les ingrédients, sinon la mayonnaise, elle monte pas. Et ben, c'est la même chose quand on fait du fado. C'est entre le texte qui doit être sans scorie, les comédiens qui doivent être à leur place et le rythme effréné et la mise en scène extrêmement précise. Alors, Feydeau avait une spécialité, il écrivait, je ne sais pas si vous le savez, Luc Hamet, en marchant. Il se lisait ses textes en marchant et quand il riait, il gardait la scène. Sinon, il jetait. Tout à fait, ça je savais. Mais c'est un travail de fou quand on imagine ce que ça peut être. Cet homme ne travaillait que sur commande, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas l'histoire des droits d'auteur qu'il y a aujourd'hui. Il écrivait pour le directeur du Palais Royal. Donc on lui disait, Monsieur Feydeau, pourquoi il y a autant de monde dans Feydeau ? À l'époque, les théâtres privés, à l'inverse d'aujourd'hui, avaient plus de moyens et ils avaient à demeure pour l'année, l'intermittence n'existait pas, ils avaient 7 comédiens, je dis n'importe quoi, 7 comédiens et 8 comédiennes. Et donc le directeur du Palais Royal disait, dites donc Monsieur Feydeau, vous allez me faire pour le 31 août une pièce avec 8 comédiens et 9 comédiennes. Et le lendemain, Feydeau commençait à écrire une commande en fait. Alors après, c'était son sujet, c'était ce qu'il voulait, mais il savait qu'il fallait qu'il ait tant de rôles masculins et tant de rôles féminins. Oui. Et il y a quelqu'un qui lui a conseillé d'écrire, parce qu'au départ, il voulait être tragédien. C'est Sarah Bernard qui l'a vu comme mauvais comédien sur les planches et qui a dit « Tu as le pouvoir de faire rire le monde et tu vas être tragédien et le faire pleurer, mais écris, Georges, écris, écris, écris. » Et c'est vrai, mais Feydeau, c'est les portes qui claquent en permanence. Ça, c'est un travail de fou aussi à mettre en scène. Oui, c'est un bonheur, Ça demande beaucoup de travail. Le mois de janvier, nous avons commencé le 1er février. Le mois de janvier a été harassant parce que ça a été des heures et des heures de travail, parce que ça doit être d'une grande perfection. Maintenant, on en est à la 10e représentation, on commence à vraiment bien s'amuser et tout le travail porte ses fruits. Et au sein de ce carcan qui est obligatoire dans Feydeau, eh bien, on trouve les moments d'amusement en tant qu'acteur pour se détendre, pour y amener des choses. Et l'équipe autour de moi est formidable. Alors, vous êtes 6 sur une petite scène, ce qui n'est pas évident non plus à régler. On se marche pas sur les pieds, ça va. On a 8 mètres d'ouverture au Théâtre Edgar quand même. Et il y a un pantalon sur l'affiche, ça c'est essentiel. Ah, c'est une pantalonnade. Ce pantalon traverse les 3 actes. En fait, on part d'un pantalon que 2 personnages ont mis par imitation. Et ce pantalon a été trouvé chez la femme trompée. Et à qui appartient le pantalon? Voilà, c'est résumé très rapidement la pièce, mais il faut venir voir cette pièce, c'est extraordinaire. Et en costume d'époque, bien sûr. Ah, en costume d'époque, avec un joli décor. 2 décors, puisqu'il y a la garçonnière à l'acte 2, où tout le monde se retrouve, aux 40 rues d'Athènes. C'est la garçonnière de tout le monde. En fait, tout le monde va tromper sa femme ou son mari au même endroit. C'est tellement plus pratique. Comme ça permet de se croiser, et ça permet des coups de théâtre à répétition. Et puis, dans l'acte 1 et dans l'acte 3, nous sommes dans le salon des Duchotel, des gens bien comme il faut. Elle cherche à tromper son mari et son mari, au lieu d'aller à la chasse, va courir la prête-antenne, évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. Alors il y a aussi le rythme, parce qu'après une journée de travail, vous êtes directeur, faites du doublage, 1h30 de scène comme ça au rythme effréné, c'est pas facile, Luc Hamet. C'est pas facile, mais bon, c'est mon côté sportif. Je n'ai jamais fait de sport de ma vie, je fais du sport sur scène et c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, c'est tout. Alors, il y a bien sûr une musique de fond, c'est aussi une tradition chez vous. Et cette musique, à la fin de la pièce, vous la chantez avec le public qui tape dans ses mains. Alors, on a l'impression
raison d'une musique d'époque. Elle vous reste dans la tête, c'est terrible. Ah mais les gens sortent en la chantant, c'est ça qui est génial. Et moi j'aime bien terminer en chanson, surtout du Feydeau, parce que à l'époque Feydeau mettait souvent des chansons et de la musique dans ses pièces. Et j'ai un compositeur formidable qui s'appelle Christian Germain qui compose toutes les musiques de mes spectacles et qui a une possibilité de se fondre dans l'époque. Et il nous a sorti, c'est sorti d'Offenbach. Hein. Alors, vous avez aussi une autre spécificité, vous engagez des acteurs auxquels aucun directeur ne pense pour jouer au théâtre. C'était le cas de David Martin dans Ciel ma belle-mère. Là, il y a Emmanuel Boidron qui était Mademoiselle Navarro. Et il y a Maxime qui était qui est un formidable. humoriste. Maxime, dans Le Chasseur, invertébré, comme j'ai l'habitude de l'appeler, le chasseur invertébré, qui est le beauf et qui trompe sa femme et qui ment comme un arracheur de dents, il est formidable, c'est son premier Feydeau et je suis heureux qu'il soit aussi heureux avec nous et je vois sa joie de jouer ça tous les soirs. Et moi j'aime amener des gens dont c'est pas l'univers sur un plateau de théâtre. Moi le racisme m'énerve. Et les gens de théâtre, parfois, ont un peu tendance à estimer que certains ne font pas partie du théâtre. Ben, c'est faux. Et la preuve, vous avez vu ce spectacle, Jacques, et vous avez vu que Maxime, qui vient du one-man show, est un formidable comédien, et il est d'une justesse dans le rôle de Duchotel. Il est formidable. Et Emmanuel Boidron, que vous avez souvent employé, dans du Feydeau, on l'imaginait pas quand on voit Navarro. Elle est formidable. En robe longue et en léontine, elle est plus vraie que nature. Alors, le théâtre de boulevard, souvent, ça a été décrié, et vous êtes l'un des rares aujourd'hui à perpétuer cette tradition dans les salles parisiennes, Luc Hamet. Mais oui, c'est une chose que je ne comprends pas. C'est ce que les gens ont envie de voir. C'est les témoignages que j'ai tous les soirs, car très souvent, moi, je sors avec le public par la même porte et je retrouve des gens qui m'attendent à la sortie du théâtre Edgar. Et les gens me disent, mais quel bonheur, mais on voit plus des pièces comme ça. Il y a des jeunes qui viennent tous les soirs. J'ai une dizaine de jeunes qui viennent voir ce spectacle. Ça me fait tellement plaisir. Et c'est passé de mode. Moi, je pense que la mode, c'est ce qui se démode. Et franchement, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, les gens me disent, mais voilà, nous, on a envie de venir pendant 1h30 oublier tous nos problèmes. Et c'est vrai que se replonger dans une autre époque, avec 6 comédiens sur le plateau, des costumes, des beaux décors et du rire, aujourd'hui, que demander de plus? Moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et en même temps, ces pièces qui étaient jugées désuètes à l'époque de Feydeau sont considérées aujourd'hui comme ultramodernes, ce qui est le cas de Qui va à la chasse perd sa place. Mais je pense qu'on a, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment adapter ces pièces, et c'est pas trahir Feydeau. Feydeau était très actuel à son époque. Il avait même un côté chansonnier. Il parlait de la politique. Il parlait des politiques ridicules de l'époque. Dans un Feydeau, il parle de Clémenceau parce que Clémenceau aimait les jeunes filles. Dans ses dents, ne te promène donc pas toute nue, qu'il parle de Clémenceau. La jeune première, le mari lui interdit de passer devant la fenêtre en petite tenue parce qu'il y a Clémenceau qui habite en face. Feydeau mettait de l'actualité dans ses pièces. Et moi, je me permets de le faire parce que Feydeau le faisait. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il ferait. Et c'est aussi ce que les gens apprécient. Ils viennent pas voir une vieille pièce, ils viennent voir du Feydeau. Et du Feydeau aujourd'hui, c'est actuel. Voilà, et c'est à 19h ou 21h selon les semaines, ce qui est aussi une innovation que vous avez lancée, parce que le public qui vient selon l'horaire qu'il souhaite. Il y a les gens qui travaillent, qui veulent aller voir les spectacles à 21h, les gens un peu plus âgés ou qui ne travaillent pas ou qui sont en RTT, qui vont au théâtre à 19h, ce qui leur permet d'aller au restaurant derrière et de rentrer chez eux tranquillement. Donc en effet, on joue 6 représentations par semaine, une semaine à 19h et la semaine suivante à 21h. C'est-à-dire que vous n'avez aucune raison de ne pas aller voir Qui va à la chasse perd sa place au théâtre Edgar. Merci Luc Hamet de défendre ce théâtre de boulevard et de le défendre avec autant d'énergie. Merci à vous Jacques de préparer des émissions aussi chouettes et de nous permettre de parler pendant 1 heure. Vous êtes le dernier. Je continue. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui seulement. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio et à bientôt.